Et bien entendu, il y a le jeu de l'écologie politique. Si vous le voulez, j'aime bien développer tout cela. J'ai entendu que Dominique Finon avait été séduit un temps par l'antinucléarisme. On pourra en parler. C'est, je trouve, absolument passionnant que d'aller aux racines de ce mouvement et surtout à tous les pseudopodes que ce mouvement présente, toutes les interférences commerciales, internationales, idéologiques, qui sont, je dois le dire, assez effrayantes et pas bien recommandables. Pourtant, des voix qui vont dans le bon sens s'élèvent en Allemagne, en France, en Suède, aux Pays-Bas, un peu partout. Le Japon rouvre ses centrales, il en rouvrira encore d'autres l'hiver prochain. Et même Greta Thunberg, dont je dois vous dire que je vous fais la primeur de la citer dans une de mes interventions, même Greta Thunberg reconnaît qu'il ne faut pas fermer les centrales nucléaires pour les remplacer par des centrales à charbon. Je suis persuadé que la raison finira par l'emporter. J'en suis convaincu. Les perspectives du développement de l'énergie nucléaire n'ont jamais été aussi ouvertes. Et il n'y a qu'en France où on a eu les états d'âme que nous avons eus. Quand on avait la chance de disposer, et de disposer encore, d'un tel outil. D'autant plus que va s'imposer, et s'impose à juste titre, la durabilité des solutions, et qu'avec la surgénération, le caractère durable, au sens onusien de ce caractère, c'est-à-dire un process qui permet de répondre aux besoins d'une génération sans obérer pour les générations suivantes la capacité de répondre à leurs besoins, le durable, le nucléaire durable, eh bien, il est devant nous. Malheureusement, il était en fonctionnement il y a 25 ans à quelques kilomètres d'ici, mais les antinucléaires, pour reprendre une expression d'Hervé Niffenegger, les antinucléaires ont eu la peau de Superphénix. Positivement, tous les pays nucléaires relancent leurs projets et leur action dans le domaine nucléaire. Bien entendu, les USA, la Chine, la Russie, la Suède, l'Inde, la Corée du Sud, et le Japon, et j'en oublie bien entendu. Les EPR, les 2 EPR de Taishan fonctionnent, celui de Kyoto fonctionne aussi, et on entend maintenant enfin dire que tout ça est pas si mal, en tout cas pour les Finlandais. Et je voudrais peut-être faire une petite parenthèse pour ceux qui, à longueur de journée, nous expliquent que l'EPR de Flamanville, je ne reviendrai pas sur ces problèmes, vous les connaissez beaucoup, vous connaissez beaucoup mieux les raisons complexes. Non, je voudrais juste parler du prix final de Flamanville 3. Même si ce prix atteint 12 milliards, ou bien même 19, comme le disent les antinucléaires qui fleurissent à la Cour des comptes, où on recase les antinucléaires après usage, eh bien, même à 19 milliards d'euros, au prix du mégawattheure, il est très clair que cet investissement sera amorti relativement vite et que, évidemment, il deviendra, comme les réacteurs précédents, un outil extrêmement rentable pour la France, et on en a bien besoin. Alors EDF reconstitue ses forces techniques, et il faut espérer que cela se passera aussi facilement que possible, même si ce n'est pas toujours évident. Et il faut évidemment un discours très ambitieux pour séduire la jeunesse et que cette jeunesse retrouve l'appétit pour se tourner vers la filière en grand nombre. Alors convaincre les jeunes générations est absolument essentiel. Nous n'arriverons pas à nos fins si ces jeunes générations ne sont pas convaincues. Et à ce sujet, il est intéressant de remarquer que la jeunesse, elle n'a pas les préjugés des générations précédentes à l'encontre du nucléaire, et que la jeunesse est centrée à juste titre sur la question du réchauffement climatique, c'est-à-dire sur son avenir. Et je dirais que c'est bien heureux ainsi.
On constate que dans la jeunesse, ça commence à bouger, et il faut utiliser et développer à l'envi les outils qui sont un marqueur de génération, c'est-à-dire la bande dessinée, et le bouquin de Jean Covici, Un monde sans fin, a rencontré un succès considérable. Et il faut certainement récidiver, insister sur ça, et évidemment insister sur les podcasts, les réseaux sociaux, qui, encore une fois, je le répète, sont un marqueur générationnel. Et si on ne passe pas par ces canaux, on aura du mal. Et évidemment, on a le handicap d'une imprégnation antinucléaire du monde médiatique, mais enfin, ça se travaille, et on doit pouvoir, et comme les médias suivent le sens du vent, ils vont commencer, et on voit bien que certains commencent à changer un tout petit peu leur approche du sujet. C'est vrai que je préférerais voir nos experts invités à la place de M. Marignac, qui sont beaucoup plus compétents, mais surtout, ils sont bénévoles. Ce Marignac étant payé par vos impôts, puisque vous savez que Négawatt est financé par des subventions qui émanent de RTE et l'ADEME, pour ne citer que cela. Évidemment, ils ne vont pas au-dessus de 50%, parce qu'autrement, ils changeraient de statut. Enfin, il y a une complicité incroyable, une perméabilité incroyable entre ces instances activistes et les rouages qui sont des rouages publics, qui devraient évidemment rester totalement neutres. Mais c'est d'ailleurs pour ça que les scénarios décroissants de Négawatt ont envahi, ont convaincu l'ADEME, dans lequel il y a une continuité évidemment, et pas que idéologique, et ont été acceptés par la DGEC, et évidemment à l'encontre de ses missions les plus élémentaires par RTE et ses présidents, qui, pour les deux derniers, sont des politiques, alors qu'avant, on avait mis des techniciens. Et RTE, j'insiste là-dessus, a évidemment complètement failli à sa tâche. Alors on les voit maintenant dans des contorsions assez touchantes, essayer de se rapprocher de scénarios de besoin d'électricité pour les années 2050 qui soient plus réalistes, et cela n'enlève rien à leur lourde responsabilité. Écoutez, j'en arrive à peu près à la fin, et je voudrais vous dire que je reste optimiste, parce que ce qui va se passer, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un retournement puissant de l'opinion publique, une recherche de responsabilité dans cette opinion publique qui poussera les pouvoirs publics à prendre les décisions que j'ai évoquées très rapidement, qui permettront une relance de la filière. Il reste que nous aurons plusieurs années qui vont être très difficiles. Les 2 prochains hivers seront aussi difficiles que l'hiver présent, et que la suite reste quand même incertaine, espérons-le, jusqu'à ce que la filière ait retrouvé la vitalité et l'efficacité qu'on a connues et qui sont la clé de l'avenir industriel, économique et social de notre beau pays.